Le moniteur cardiaque bipait comme un métronome de la mort, un rythme frénétique qui s'accélérait dans la chambre stérile de l'hôpital Necker à Paris. J'ai ouvert les yeux, non pas sur le plafond blanc et impersonnel de la morgue où mon corps gisait depuis 3 ans, mais sur le visage ridé de ma mère, penchée au-dessus de moi, murmurant des prières hypocrites pour le petit trésor qui arrive trop tôt. Et là, dans un flash de douleur absolue, j'ai compris, j'étais revenu. 32 ans, enceinte de 7 mois, le ventre gonflé comme une grenade prête à exploser, et le souvenir de la nuit fatale me transperçait comme un poignard, mes parents débranchant le respirateur de mon fils nouveau-né pour recharger le téléphone de mon frère, ce parasite dorlotait, pendant que je hurlais dans le couloir, impuissante. La rage m'a submergé instantanément, un feu liquide qui brûlait mes veines, effaçant la faiblesse postpartum que j'avais connue dans cette vie-là. Mon fils, Louis, minuscule et fragile, n'avait eu que quelques heures de vie avant que le silence ne l'emporte, un silence que j'avais suivi jusqu'à la Seine, où j'avais plongé pour rejoindre les ombres. Mais cette fois, je ne plongerai pas. Cette fois, je noierai les autres. Paris, cette ville de lumière cruelle, s'étalait sous mes fenêtres d'hôpital comme une toile d'araignée prête à capturer ses proies. Ma famille ou ce que j'appelais ainsi par habitude empoisonnée était là, alignés comme des fantômes du passé, mon père, Jacques, banquier austère aux tempes grisonnantes, obsédé par les apparences, ma mère, Claire, avec son sourire de sainte Nitouche et ses perles de culture qui masquaient une âme pourrie, et mon frère aîné, Étienne, 28 ans, ce golden boy raté qui passait ses journées à claquer l'argent familial en soirée branchée du Marais. Il m'avait toujours traité comme la brebis galeuse, la fille qui avait osé tomber enceinte hors mariage, avec un amant éphémère qui m'avait abandonné sitôt la ligne bleue apparue. Un accident, disait-il. Mais Louis n'était pas un accident. Il était mon miracle, et il l'avait assassiné pour une misérable barre de batterie. Dans cette virée écrite, je sentais chaque cellule de mon corps vibrer d'une énergie nouvelle, une clarté surnaturelle qui transformait le deuil en arme. Le médecin, un jeune interne nommé Laurent, entra pour vérifier les constantes. « Madame Duval, tout va bien. Le bébé est stable pour l'instant. » Stable. Le mot me fit rire intérieurement. Dans l'autre vie, ces mots avaient été le prélude à l'horreur. J'ai serré la main de ma mère, feignant la gratitude, mais mes ongles s'enfoncèrent légèrement dans sa peau flasque. « Merci d'être venu si vite », ai-je murmuré, ma voix douce comme du miel empoisonné. Elle a hoché la tête, les yeux humides. « Bien sûr, ma chérie. La famille, c'est sacré. » Sacré, vraiment? Ce soir-là, alors que la nuit tombait sur la capitale, enveloppant la tour Eiffel d'un voile de pollution luminescente, j'ai commencé à tisser ma toile. Étienne était assis dans le coin de la chambre, son iPhone à la main, scrollant inlassablement des stories Instagram de ses conquêtes éphémères. Il leva les yeux, un sourire narquois aux lèvres. « Eh, petite sœur, t'as l'air d'un zombie. Besoin d'un café. » J'ai souri en retour, mais dans ma tête, je revivais la scène, l'hôpital bondé, la coupure de courant mineur due à une surcharge, et lui, paniqué pour son appel en cours avec un dealer de crypto, suppliant nos parents de juste une minute pour brancher son chargeur sur la prise vitale du berceau de Louis. Une minute qui avait duré l'éternité. « Non, merci, Étienne. »« Mais dis-moi, ton téléphone est bien chargé ?» ai-je demandé, innocente. Il a ri, ignorant le venin sous mes mots. « Toujours prêt pour l'action, tu sais. » Oh, je savais. Mieux que quiconque. Les jours suivants furent un ballet de faux-semblants. L'hôpital Necker, avec ses couloirs labyrinthiques et son odeur d'antiseptique qui collait à la peau, devint mon terrain de jeu. Les médecins parlaient d'un accouchement anticipé possible, d'un risque pour le bébé dû à une hypertension gestationnelle. Dans l'autre vie, j'avais accouché en urgence, Louis naissant à 28 semaines, relié à un réseau de tubes et de machines comme un pantin fragile. Cette fois, je refusais les sédatifs, prétextant une peur irrationnelle des effets secondaires. En vérité, je voulais être alerte, prête à intervenir au premier signe de trahison. Ma famille alternait les visites, mon père arrivait avec des bouquets de roses fanées, symbole de sa superficialité, marmonnant des platitudes sur l'héritage familial et comment un petit-fils serait la cerise sur le gâteau. Il ignorait que son gâteau était empoisonné par des décennies de favoritisme. Étienne, lui, était le centre du monde, des prêts pour ses projets entrepreneuriaux et qui n'étaient que des bulles spéculatives, des invitations à des dîners chez Castel où il draguait des héritières, pendant que je galérais comme graphiste freelance dans un studio exigu du 18e arrondissement. Ma mère, la grande orchestratrice, glissait des regards complices à Étienne, comme si j'étais une tache sur le tableau familial.
Mais j'avais des atouts cette fois. La mémoire absolue de ma mort se saut dans la Seine glacée, l'eau salée emplissant mes poumons comme une absolution refusée m'avait doté d'une intuition aiguisée. J'ai commencé par fouiller. Le soir, seul dans ma chambre, j'ai piraté le compte bancaire familial via un lien que j'avais vu Étienne laisser ouvert sur son laptop lors d'une visite. Des transferts suspects, des milliers d'euros vers des comptes offshore, des paiements à des consultants douteux. Mon frère n'était pas seulement un parasite, il était un escroc, impliqué dans un schéma de blanchiment avec des promoteurs immobiliers véreux du quartier des Champs-Élysées. Et mes parents? Couverture active. Mon père signait les chèques, ma mère falsifiait les déclarations fiscales. Le secret qu'ils enterraient plus profondément que la tombe de Louis était une dette morale infinie, mais aussi un crime financier qui pouvait les envoyer en prison pour des décennies. La première graine de vengeance fut plantée lors d'une visite dominicale. Nous étions dans le café de l'hôpital, un endroit fade avec des croissants industriels et un espresso trop amer. Étienne se plaignait de son dernier échec, une start-up de NFT qui s'était effondrée, laissant des investisseurs furieux. C'est qu'on ne comprenne rien à la blockchain, grognatait-il, sirotant son latte. J'ai posé ma tasse doucement, fixant mes parents. Et si on en parlait à la police, des fois? Pour clarifier les choses. Le silence tomba comme une guillotine. Ma mère pâlit, son rouge à lèvres craquelant sous la tension. Qu'est-ce que tu racontes, Marie? Tu es fatiguée, c'est tout. Mais Étienne, lui, plissa les yeux, suspicieux. T'es bizarre depuis ton incident. T'as pris quoi, des médocs qui te montent à la tête? J'ai ri, un rire bas et froid qui fit frissonner l'air. Juste des souvenirs, grand frère. Des souvenirs très vifs. Ce soir-là, j'ai contacté anonymement un journaliste du Canard enchaîné, ce torchon satirique qui adorait écorcher les puissants. Un email simple, des captures d'écran des transferts, avec une promesse de plus si l'histoire d'une famille parfaite cachant la boue l'intéressait. La graine germait. Les semaines passèrent en un tourbillon de tensions croissantes. Mon ventre s'alourdissait, Louis ou du moins son fantôme dans cette vie kiking avec une vigueur qui me rappelait sa force cachée. Les échographies montraient un bébé vigoureux, mais je savais que la prématurité guettait, comme une ombre. Je quittai l'hôpital contre avis médical, prétextant le besoin d'air frais. Paris m'accueillit avec sa bruine automnale, les feuilles mortes du Luxembourg crissant sous mes palans. J'ai loué un petit appartement anonyme dans le 13e, près de la bibliothèque François Mitterrand, un bunker de béton où je pouvais ourdir mes plans sans témoin. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon de couteau dans le dos. J'ai commencé par Étienne, le maillon faible. Via un faux profil sur LinkedIn, Sophie Laurent, investisseuse en crypto, j'ai approché ses contacts. Des messages taquins, des invitations virtuelles à des webinaires bidons où je collectais des preuves, emails compromettants, contrats truqués. Il mordit à l'hameçon, envoyant des propositions folles pour récupérer son investissement. Bientôt, j'eus un dossier, 200 000 € détournés, impliquant des complices italiens liés à la Camorra. Suffisant pour le couler. Mais le vrai plaisir fut de semer le doute chez mes parents. Lors d'un dîner familial forcé dans notre vieille maison de Neuilly-sur-Seine, où une bâtisse haïssable avec ses tapisseries défraîchies et son odeur de cire d'abeille rance, où j'ai lâché la première bombe. Assis autour de la table en acajou, sous le lustre qui teintait comme un glas, je fixai mon père. Papa, tu sais, j'ai revu les comptes. C'est donc à Étienne. C'est légal, au moins. Il toussa dans son vin, les veines de son cou saillant. Ma mère changea de sujet, babillant sur une expo au Louvre. Mais Étienne explosa, « Qu'est-ce que tu fous, Marie? T'es jalouse parce que t'as foiré ta vie avec ce bâtard dans ton ventre ?» Le mot bâtard résonna, et je vis rouge. Pas de rage incontrôlée, non, une rage calculée. Bâtard? Comme toi, peut-être? Celui qui a fait de notre famille un nid de vipères? La dispute éclata, verre brisé, accusation volante. Ma mère pleura, mon père hurla, Étienne me traita de folle. Parfait. Le chaos était mon allié. Cette nuit-là, je rentrai chez moi et rédigeai une lettre anonyme à l'AMF, l'autorité des marchés financiers, avec des pièces jointes accablantes. Votre Golden Boy est un fraudeur, conclus-je. L'aube se leva sur un Paris endormi, ignorant que la machine de la justice s'éveillait. Pourtant, au milieu de cette tempête, un doute me rongeait. Était-ce assez? La mort de Louis n'était pas qu'un accident négligent, c'était un meurtre par omission, une préférence monstrueuse pour le fils prodigue au détriment du petit-fils innocent. Je rêvais de lui,
de ses minuscules poings serrés dans le berceau, du bip s'éteignant comme une lumière qu'on éteint d'un geste désinvolte. Dans ses rêves, je le berçais, et il murmurait « Venge-moi, maman. » Et je le ferai. Mais le prix ? Ma propre humanité, peut-être. Les premiers coups portèrent. 2 semaines plus tard, Étienne fut convoqué par la police. Un appel paniqué à la maison familiale, c'est un coup monté. Quelqu'un m'a balancé. Mes parents accoururent chez moi, le visage défait. Marie, qu'est-ce qui se passe? Ton frère est innocent, supplia ma mère, s'accrochant à mon bras comme une noyée. J'ai feint l'ignorance, les yeux écarquillés. Innocent? Comme quand il a emprunté l'argent de mes études pour ses conneries? Mon père, livide, balbutia, c'était pour la famille. Tout est pour la famille. Ah, la famille. Ce mot qu'ils invoquaient comme un bouclier, alors qu'il n'était qu'une prison. Je l'ai laissé partir, mais pas sans une pique, prier pour que Louis survive. Parce que si quelque chose lui arrive. Je ne réponds plus de rien. Le nom de mon fils, prononcé comme une malédiction, les fit blêmir. Ils savaient, au fond, que quelque chose avait changé en moi. Une fracture invisible, une femme revenue des enfers. Tandis que mon terme approchait, la tension montait comme une marée noire. Les contractions commencèrent un soir de novembre, pluvieux et venteux, les sirènes des pompiers hurlant dans les rues mouillées de la butte aux cailles. L'hôpital Necker m'avala à nouveau, ses murs blancs se refermant comme une mâchoire. Cette fois, je refusai les visites familiales immédiates. Seul, ordonnai-je à l'infirmière. Seul avec mes démons et mes plans. L'accouchement fut un calvaire contrôlé. Louis naquit à 30 semaines, plus fort que dans l'autre vie, ses cris perçant l'air comme une déclaration de guerre. Le berceau, relié à ses machines, bipait fidèlement. J'ai veillé, jour et nuit, dormant à peine, un couteau de cuisine dissimulé sous mon oreiller aux précautions paranoïaques, mais nécessaires. Quand Étienne apparut enfin, flanqué de nos parents, son visage était marqué, les nuits blanches, les interrogatoires, la peur rampante d'une cellule à fleurimérologie. « Il est beau, ton gamin » marmonna-t-il, tendant une main hésitante vers le plexiglas. Mais ses yeux glissèrent vers la prise murale, là où son chargeur avait autrefois trouvé refuge. Le destin se jouait à nouveau. Une alarme retentit soudain, pas celle de Louis, mais une coupure générale, un orage ayant frappé le réseau EDF. Les lumières clignotèrent, et le bip s'affaiblit. Étienne, instinctivement, porta la main à sa poche, sortant son téléphone mourant. Merde, pas maintenant. C'est là que tout bascula. D'un bond, je fus sur lui, mes ongles labourant son visage. Pas touche. Jamais, hurlai-je, tandis que les infirmières accouraient, rétablissant l'alimentation d'urgence via un générateur. Mes parents, pétrifiés, assistèrent à la scène, leur fille, transformée en furie, protégeant son sang contre leur poison. Étienne recula, du sang coulant de sa joue. T'es dingue. Complètement dingue. Mais ce n'était que le début du chaos. Le lendemain, le Canard publia son article, le fils prodigue d'une dynastie bancaire impliquée dans un scandale crypto-mafieux. Les noms de mes parents y figuraient, en petits caractères discrets mais accablants. Les téléphones sonnèrent chez eux, collègues, amis, avocats. Neuilly devint un enfer de flash de paparazzi, la maison familiale assiégée comme un bunker nazi en 1945. Je tins Louis contre moi, son petit corps chaud contre ma peau, et pour la première fois depuis mon retour, je pleurais au nom de douleur, mais de triomphe anticipé. Pourtant, la vengeance a ses ombres. Étienne, acculé, commit l'imprudence fatale, il tenta de me confronter seul, dans le couloir désert de l'hôpital. « C'est toi, hein? T'as tout manigancé, salope jalouse, cracha-t-il, son haleine chargée d'alcool bon marché. » Il avança, poing serré, mais je ne reculai pas. Dans ma poche, mon téléphone enregistrait tous ses aveux, ses menaces. « À vous, Étienne. À vous pour Louis. » Il hésita, puis rit, un rire brisé. « Ton mioche ? C'était un accident. Papa et maman ont dit que c'était juste une seconde. Ton frère passe avant un bâtard prématuré. » Les mots tombèrent comme du vitriol, confirmant l'innommable. Je pressai d'envoyer sur l'enregistrement, directement à la brigade financière. Sirène hurlante, menottes cliquetantes, Étienne fut emmené sous les yeux effarés des infirmières. Mes parents arrivèrent en trombe, ma mère s'effondrant à mes pieds. « Pourquoi, Marie ?
Pourquoi nous détruire? Je la regardais, froide comme la pierre de la Seine. Parce que vous m'avez détruite en premier. Et Louis. Mon père, brisé, murmura, on t'aimait, à notre façon. Leur façon. Une façon qui valait une vie. Les mois suivants furent un effondrement méthodique. Procès, saisie, divorce. Mon père perdit son poste, ma mère sa santé mentale, internée dans une clinique chic de Versailles. Étienne pourrit en préventive, son empire de carton réduit en cendres. Moi? Je quittais Paris pour la Provence, Louis grandissant sous le soleil de lavande, loin des ombres familiales. La vengeance avait un goût doux amer, justice rendue, mais le vide de ces années perdues persistait. Pourtant, un soir d'été, alors que Louis babillait dans son parc, un appel anonyme brisa l'illusion. Une voix rauque, celle de mon père, Marie. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Ce n'était pas un accident. Ta mère. Elle savait pour ton amant. Elle l'a payé pour te quitter. Et pour Louis. C'était pour te punir. Le twist me frappa comme un coup de poignard, non pas négligence, mais préméditation. Ma mère, cette sainte, avait orchestré le départ de l'homme que j'aimais, et peut-être plus. Était-ce elle qui avait murmuré à Étienne de prioriser son téléphone? La rage revint, plus pure, plus affûtée. Mais cette fois, je choisis la miséricorde pour Louis. Je raccrochai, effaçant le numéro. La famille était morte, j'en forgeai une nouvelle. Dans le crépuscule provençal, avec le chant des cigales, je serrai mon fils contre moi. Vengeance accomplie, non par le sang, mais par la survie. Et si les fantômes hantaient encore, ils ne me toucheraient plus. La Provence était un mensonge doré, un voile de thym et de soleil qui masquait à peine les cicatrices de Paris. Louis avait 2 ans maintenant, ses boucles blondes dansant au vent du Mistral, ses rires innocents un baume sur les plaies que ma famille avait creusées. J'avais rebaptisé ma vie, Marie Duval n'existait plus, j'étais Claire Moreau, graphiste freelance pour des magazines écolos, vivant dans une masse isolée près d'Aix-en-Provence, entourée de champs de lavande qui ondulaient comme une mer violette. Mais les nouvelles de la capitale me rattrapaient, portées par le vent ou par les emails anonymes que je recevais sporadiquement des fuites d'un informateur au parquet, sans doute un clerc de notaire lassé des hypocrisies bourgeoises. Étienne avait plaidé coupable pour fraude aggravée, écopant de 5 ans ferme, son charme de playboy fané derrière les barreaux de Nanterre. Mon père, ruiné, avait vendu la maison de Neuilly pour payer les avocats, finissant ses jours dans un HLM anonyme de la banlieue, rongé par un cancer qui le refusait de soigner au karma, murmurai-je en apprenant la nouvelle. Ma mère, elle, était le ver dans le fruit. Libérée sous caution après un simulacre de thérapie, elle errait comme un spectre, m'envoyant des lettres manuscrites sur du papier parfumé, suppliant un pardon que je n'accordais pas à ma fille chérie, c'était pour ton bien. Étienne est le futur de la famille, ton erreur. Il fallait l'effacer. Erreur. Louis était mon erreur. Le mot me faisait grincer des dents, et dans les nuits sans lune, je revivais non seulement la mort de mon fils dans l'autre vie, mais aussi les manipulations plus anciennes. L'appel de mon père avait ouvert la boîte de Pandore, ma mère avait payé mon ex, Thomas, pour qu'il disparaisse. 10 000 €, un billet pour le Brésil, et une lettre de rupture signée de sa main tremblante. J'avais pleuré des semaines, me convainquant que c'était ma faute trop amoureuse, trop naïve. Mais non. C'était leur venin, injecté goutte à goutte depuis l'enfance. Je décidai de creuser plus profond. La vengeance n'était pas terminée, elle mutait, passant de la destruction brute à une dissection chirurgicale. Depuis mon MAS, avec un ordinateur bas de gamme et un VPN gratuit, je hackais les archives familiales des photos jaunies numérisées, des lettres d'amour de ma mère à un amant caché dans les années 80, des testaments falsifiés où Étienne héritait de tout. Et là, le twist enfoui, mon père n'était pas mon père biologique. Un adultère, couvert par des décennies de mensonges, expliquant pourquoi Étienne était le vrai fils, choyé comme un roi. Ma mère avait trahi non une fois, mais depuis le berceau. La colère me consumait, mais je la canalisais en plan. J'invitai ma mère à venir pour Louis, mentis-je. Elle débarqua un après-midi doux, en tailleur Chanel défraîchi, les yeux cernés par l'insomnie. Le mas l'accueillit avec sa simplicité rude, murs ocre, meubles en pin brut, l'odeur de basilic frais de la cuisine. Louis jouait dehors, inconscient du drame. Il te ressemble tant, murmura-t-elle, tendant une main tremblante vers lui à travers la fenêtre. Je servis du thé à la menthe, sucré comme un piège. Parle-moi de Thomas, dis-je abruptement,
posant la tasse. Elle sursauta, le liquide se renversant sur la nappe provençale. Qui ne ment pas, maman. Les virements bancaires ne mentent pas. 10 000 € pour qu'il m'abandonne. Et pour Louis. Le débranchement. Était-ce aussi calculé? Ses lèvres tremblèrent, puis les mots jaillirent comme un confessionnal brisé. C'était pour te protéger. Thomas était un minable, un artiste raté. Et le bébé? Prématuré, défectueux. Étienne avait besoin de stabilité, de l'argent pour son avenir. Une seconde sans machine, c'est tout. Un accident. Un accident. Le mot me fit bondir. Je la giflai, la paume brûlante contre sa joue poudrée. Un accident qui a tué mon fils. Ton petit-fils. Elle s'effondra, sanglotant. Pardonne-moi, Marie. J'ai fait ce qu'une mère fait, protéger le meilleur. Le meilleur. Pas moi, pas Louis ou Étienne, le faux prince. Cette nuit-là, tandis qu'elle dormait dans la chambre d'amis, droguée par un somnifère dans son thé, je rédigeai la lettre fatale. Adressée au procureur de Paris, avec preuve à l'appui, copie des virements, enregistrement de ses aveux murmurés, et l'ADN que j'avais discrètement prélevé sur sa tasse pas matching avec mon père. Chantage, manipulation, homicide involontaire. Le paquet partit par courrier recommandé, anonyme mais irréfutable. Le lendemain, elle partit, les yeux fuyants, promettant de revenir. Pour Noël, avec des cadeaux pour Louis. Je souris, sachant que Noël serait en cellule. Les semaines passèrent en attente fiévreuse. Louis grandissait, apprenant à marcher sur les sentiers caillouteux, babillant un mamoun avec un accent chantant. Mais les ombres s'allongeaient. Un soir, un appel, la police. Ma mère arrêtée pour complicité dans la fraude d'Étienne et bientôt, pour plus. Le procès fut un cirque médiatique, retransmis sur BFM comme un feuilleton à rebondissement. La mère monstrueuse de Neuilly, titrait les journaux. Elle pleura à la barre, invoquant la dépression postpartum rétroactive, la pression patriarcale. Mais les preuves parlaient, ses emails à Thomas, ses notes comptables falsifiées, et l'enregistrement où elle admettait le petit sacrifice pour Louis. Le juge, un homme sec de la vieille école, la condamna à 10 ans, dont 5 avec sursis pour bonne conduite passée et ironie cruelle. Mon père, apprenant l'adultère public, se suicida dans sa chambre d'HLM, une overdose de barbiturique. Sa note, j'ai tout donné pour une illusion. Étienne, de sa cellule, m'écrivit une lettre haineuse, tu nous as tous tués, salope. Profite de ton bâtard. Je la brûlai dans le foyer du mas, les flammes dansant comme des démons vengeurs. Pourtant, la victoire était amère. Louis, sentant ma tourmente, se blottissait contre moi les nuits d'orage. Peur, maman, demandai-je. Non, avec toi. Sa confiance me sauvait. Mais le twist final vint d'une source inattendue, Thomas, revenu de Brésil, contacta via Facebook. J'ai lu les news. C'était elle, hein? Pas toi. Nous nous rencontrâmes à Marseille, port bruissant de sel et de regrets. Il avait changé, cicatrice d'une vie rude, mes yeux doux. Je n'ai jamais voulu partir. L'argent. J'ai essayé de te joindre. La révélation, ma mère l'avait menacé, pas seulement payé. Des photos truquées, des accusations de violences domestiques fabriquées. Thomas avait fui pour me protéger. Nous pleurâmes, puis nous nous embrassâmes sous les platanes de la Canebière. Pas un happy end hollywoodien, mais un recommencement. Louis l'appela au papa après une semaine, comme si le destin, enfin, corrigeait ses erreurs. La vengeance s'acheva non en apothéose sanglante, mais en renaissance. Ma famille pourrie gisait en ruine, mère en prison, frère incarcéré, père enterré dans l'anonymat. Moi? J'épousai Thomas dans une mairie provençale, Louis portant les alliances. Et dans les vignes, sous le soleil couchant, je sus, la vraie revanche était vivre, libre, sans leur chaîne. Les années s'écoulèrent comme le Rhône paresseux, emportant les débris de mon passé parisien vers un oubli salé. Louis avait 5 ans, un tourbillon d'énergie avec des yeux verts hérités de Thomas, cet homme que j'avais reconquis non par force, mais par vérité. Notre vie à Aix était un tableau impressionniste, matin à l'atelier où je dessinais des affiches pour des festivals de jazz, après-midi à la plage de la Ciotat où Louis construisait des châteaux de sable, soir où Thomas cuisinait des bouillabaisse odorants, son rire grave chassant les fantômes. Mais les fantômes ne meurent pas, ils mutent, se cachant dans les recoins inattendus.
C'était un mardi de printemps, sous un ciel azuréen qui moquait les ténèbres intérieures. Une lettre arriva, cachée de la prison de Fleury-Mérogis. L'écriture était celle d'Étienne, anguleuse et furieuse, malgré les ans. Petite sœur, le temps efface les barreaux, mais pas la dette. Je sors dans 6 mois. On a des comptes à régler. Le papier trembla dans ma main. 6 mois. Assez pour qu'il refasse surface, pour que la boue familiale souille à nouveau mon havre. Thomas trouva la lettre froissée dans la corbeille. Ignore-le, Marie. Il est fini. Mais je ne pouvais pas. La vengeance était une addiction, un serpent lové dans mon ventre qui se réveillait au moindre frisson. J'ai fouillé les archives en ligne, Étienne avait passé ses années en cellule à tisser un nouveau réseau, des co-détenus libérés qui montaient une arnaque à l'assurance vie dans le Sud. Des rumeurs sur des forums dark web, le frère d'or, surnom pour son charisme carcéral. Il visait les veuves provençales, promettant des investissements sécurisés contre des testaments falsifiés. Mon sang se glaça. Et si Louis entrait en ligne de mire? Je décidai de frapper préventivement. Sous le pseudonyme Veuve Noire, j'infiltrai son forum, postant des appâts, une fausse veuve riche, veuve d'un vigneron d'orange, avec un héritage à placer. Étienne mordit vite, organisant un rendez-vous virtuel via Signal. Sa voix, rauque d'années de tabac de contrebande, suintait le miel vénéneux. Chère veuve, votre chagrin est mon opportunité. Confiez-moi vos millions, et je les multiplierai par 3. Je l'enregistrai, bien sûr, et contactai Interpol, un vieil ami de Thomas, un flic marseillais blasé par les magouilles locales. Mais le vrai drame se noua quand ma mère fut libérée sur parole. 3 ans de thérapie, un air de sainte repentie, et elle réapparut, un fantôme en tailleur beige, frappant à ma porte un matin de brume. Marie, je veux voir mon petit-fils. J'ai changé. Louis, curieux, l'invita à entrer, offrant un dessin maladroit de la tour Eiffel, ironie du sort. Elle pleura, serrant l'enfant contre elle, et pour un instant, je vis l'illusion, une grand-mère aimante. Mais ses yeux glissèrent vers moi, calculateur. Ton père. Il t'aurait pardonné. Mais Étienne revient. Il me l'a dit en visite. Il veut la paix. Paix. Le mot me fit éclater de rire. La paix? Après avoir tué Louis? Elle baissa la tête. C'était une erreur. Mais toi. Tu nous as détruits. Regarde ce que tu es devenu, une recluse en province, avec un homme de seconde zone. Thomas, de seconde zone? L'insulte alluma la mèche. Je la jetai dehors, la porte claquant comme un verdict. Mais elle laissa un poison, le doute. Était-ce moi la monstre, ayant transformé la douleur en obsession? La tension culmina lors d'une fête locale, la fête du vin à Châteauneuf-du-Pape. Nous y allâmes en famille, pour Louis au ballon, musique occitane, rires ivres. Mais au milieu de la foule, je la vis, ma mère, accrochée au bras d'Étienne, libérée en avance pour bonne conduite. Il avait maigri, des tatouages de prison ébrant ses avant-bras, mais son sourire était intact, carnassier. Surprise, Frangine, lança-t-il, une bouteille de Châteauneuf à la main. Louis se cacha derrière Thomas, sentant la menace. La confrontation fut explosive. « Qu'est-ce que tu fous ici » sifflai-je. Étienne ricana. Liberté conditionnelle. Et maman m'a raconté tout, comment t'as tout saboté par jalousie. Ton gosse? Il aurait crevé de toute façon, faible comme toi. Thomas intervint, poing serré, mais je l'arrêtai. Pas de violence brute, pas mon style. Tu veux la guerre? Tu l'as. Ce soir-là, j'envoyai l'enregistrement de sa arnaque veuve aux autorités. Raid matinal, Étienne arrêté à l'aube, Salpé volant en éclats. Ma mère, témoin malgré elle, craqua enfin. Dans un café bondé de la place de la Rotonde, elle avoua le reste, non seulement Thomas, mais aussi une fausse couche simulée dans ma jeunesse pour me discipliner, et des rumeurs répandues pour saboter mes amitiés. J'ai voulu te modeler à mon image, forte, mais soumise. Soumise. Le mot résuma tout. Je la laissai partir, brisée, sachant qu'elle finirait ses jours seule, hantée. Le calme revint, mais teinté d'amertume. Louis demanda, pourquoi la dame méchante pleure. Je lui racontai une version édulcorée, elle a fait des bêtises, comme tout le monde. Thomas me serra, c'est fini, maintenant. Était-ce vrai? La vengeance avait nettoyé la plaie,
mais la cicatrice saignait encore lors des orages. L'été 2030 apporta une chaleur suffocante, un sirocco qui asséchait les âmes autant que les vignes. Louis entrait au CP, sac à dos trop grand sur ses épaules frêles, premier jour d'école à Aix avec des copains provençaux au accent chantant. Thomas et moi l'accompagnâmes, main dans la main, un rituel banal qui masquait le volcan sous la cendre. Mais les volcans grondent. Une semaine après la rentrée, un colis arriva, une boîte anonyme, postée de Paris, contenant une peluche usée, un ours en peluche que j'avais offert à Louis dans l'autre vie, avant sa mort. Dedans, une note, souviens-toi de la vraie famille. M. Ma mère. Libérée définitivement, elle avait fui la capitale pour Lyon, travaillant comme femme de ménage dans un hôtel miteux, mais son venin persistait. La peluche déclencha un flashback, l'hôpital Necker, le berceau vide, mes hurlements étouffés par les murs capitonnés de la salle d'attente. J'ai brûlé l'ours dans le jardin, les flammes crépitant comme des rires moqueurs. Thomas voulut alerter la police, mais je refusai. C'est personnel. La vengeance renaissait, plus intime, plus perverse. Je traquai sa trace via les réseaux sociaux, un profil Facebook fantôme, Claire anonyme, postant des selfies larmoyant avec des chats errants. Elle cherchait la rédemption publique, contactant des blogs de mères repentis ou pour monétiser son infamie. De la prison à la paix intérieure, titrait un article sur un site ésotérique. Burke. J'ai créé un faux compte, fille brisée, et entamé une correspondance, compliment d'abord, puis sonde subtile. J'ai pardonné à ma mère toxique. Et toi? Elle mordit, déversant des torrents, regret pour Étienne, mon pauvre garçon, emprisonné par la jalousie, pour mon père, il s'est tué par ta faute, et pour moi, tu étais si fragile, Marie. J'ai dû te durcir. Leur version réécrite me révulsa. Je compilai tout en un dossier numérique, le partageant avec un podcast sensationnel, Vivolé, spécialisé dans les drames familiaux. L'épisode sortit un vendredi soir, la mère qui a tué pour un téléphone aux confessions choc. Ma voix modifiée narrant les faits, ces mots cités verbatim. Le buzz explosa, tweets viraux, débats sur CNews où des psys débattaient de syndrome de Munchausen par procuration. Ma mère devint trending topic, harcelée en ligne, perdant son job du jour au lendemain. Mais elle contre-attaqua. Un appel nocturne, voix éraillée, c'est toi, hein? Toujours toi. Je ris. Prouve-le. Elle raccrocha, mais pas avant de lâcher, je sais pour ton retour. Les pilules que t'as avalées avant le saut dans la Seine. J'ai vu les rapports d'autopsie. T'es pas revenu des enfers, t'es juste folle. Le frisson me traversa. Comment savait-elle pour le saut? Avait-elle arrangé ma mort aussi? Le twist s'épaissit, dans l'autre vie, après la mort de Louis, j'avais trouvé une lettre d'elle, c'était mieux ainsi, glissée sous ma porte. Suicide assisté? La paranoïa s'installa. Je changeai les serrures, installai des caméras. Thomas, inquiet, proposa une thérapie de couple. On a gagné, Marie. Laisse aller. Mais je ne pouvais pas. Louis, sentant la tension, fit des cauchemars, la dame grise veut me prendre. La dame grise. Ma mère, entend ses rêves comme un conte de fées tordu. Le climax survint lors d'une réunion de famille forcée, non pas la mienne, mais une confrontation orchestrée. J'invitai Étienne, parvenu dehors sous bracelet électronique, à un rendez-vous de pardon dans un café d'Avignon. Il vint, escorté d'un surveillant, l'air d'un lion en cage. Quoi, t'as pas eu assez, grogna-t-il. Je souris, servant des cafés. Juste la vérité finale. Puis, via Zoom sur mon laptop, ma mère apparut, floue depuis un cybercafé lyonnais. Félicitations, famille réunie. Les masques tombèrent. Étienne accusa ma mère, c'est toi qui m'as poussé à la fraude. Pour l'argent, pour tes dettes de jeu. Elle hurla en retour, et toi, qui as débranché pour ton appel avec cette pute de mannequin? Il rougit, avouant, c'était une seconde. Mais tu m'as dit que le gosse survivrait pas de toute façon. Tu m'as dit. La préméditation confirmait. J'enregistrais tout, le cœur battant. La police intervint 1 heure plus tard, alertée anonymement. Ma mère arrêtée pour violation de sursis, Étienne renvoyé en cellule pour complicité. Dans le chaos, elle me cracha, tu nous es parce que t'es vide. Ton Louis. Il aurait été un fardeau, comme toi. Les mots me brisèrent un instant, mais je me tins droite. Non.
Il est ma force. Vous, vous êtes le vide. Le silence suivit, un vide purificateur. Thomas et Louis m'attendaient à la maison, un gâteau au chocolat pour la fin des méchants. Je pleurais enfin, libéré. L'hiver 2032 enveloppa la Provence d'un manteau de givre inhabituel, transformant les champs de lavande en un paysage spectral, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Louis avait 7 ans, un écolier studieux lisant Victor Hugo à voix haute, ses petites lèvres formant les mots avec une gravité comique. Thomas et moi avions officialisé notre union civile l'année précédente, une cérémonie discrète à la mairie d'Aix, avec des amis locaux et un pique-nique sous les platanes. La vie coulait, paisible, un fleuve sans remous. Mais les rivières souterraines ne s'assèchent jamais. La nouvelle arriva par un email du parquet, ma mère, en attente de nouveaux procès pour homicide volontaire sur Louis, l'enregistrement d'Avignon avait suffi à rouvrir le dossier, avait tenté de se suicider en cellule. Lacération au poignet, transfusion d'urgence, et maintenant, un état végétatif dans l'infirmerie de la prison de Lyon-Corbat. Coma irréversible probable, notait le rapport. Étienne, informé, avait ri au téléphone avec son avocat, Karma, la vieille. Mais moi? Un vide s'ouvrit, pas de joie, mais de fatigue infinie. La vengeance, cette compagne fidèle, me laissait exsangue. Je décidai de la visiter une dernière fois. Le trajet en TGV jusqu'à Lyon fut un tunnel de souvenirs, gare floue, le cliquetis des rails comme un compte à rebours. La prison était un bloc de béton gris, odeur de désinfectant et de désespoir. Dans la salle des visites médicales, elle gisait, tubulée comme Louis l'avait été, un écho cruel. Ses yeux, mi-clos, semblaient me fixer, accusateurs. Je m'assis, prenant sa main froide. Pourquoi, maman? Pourquoi tant de haine? Pas de réponse, juste le bip monotone du moniteur ironie finale. Le médecin, un Algérien las aux lunettes épaisses, entra. Elle ne se réveillera pas, madame. Vous êtes la famille? Famille. Le mot résonna faux. Plus maintenant. Je signai les papiers pour débrancher au choix euphémique pour l'euthanasie passive, légale en France depuis les débats houleux de 2025. C'est ce qu'elle aurait voulu, mentis-je. Le bip s'éteignit doucement, comme une vie qui s'efface sans fanfare. Dehors, la neige tombait, première de l'année, couvrant Lyon d'un linceul blanc. Étienne apprit la nouvelle en visite supervisée. Il explosa, menaçant de me poursuivre pour meurtre. Mais son avocat, un requin usé, le calma, preuves insuffisantes, et son propre dossier trop lourd. Il m'écrivit une dernière lettre, t'as gagné, Marie. Mais souviens-toi, le sang appelle le sang. Un jour, ton gosse paiera. Je la déchirai, la jetant au Mistral. Le sang? Le mien coulait pur maintenant, libéré de leur souillure. Le retour à Aix fut cathartique. Thomas m'attendait avec un feu de cheminée et du vin de Gigondas. Louis, sentant le poids, dessina une carte, pour maman, la plus forte. Nous parlâmes tard, Thomas et moi, de l'avenir, un voyage en Bretagne, peut-être, pour laver les ombres du Sud. C'est fini, dit-il. Oui. La boucle se fermait. Pourtant, le twist ultime vint de l'intérieur. Des mois plus tard, lors d'une échographie de routine, j'étais enceinte à nouveau, une surprise joyeuse, le médecin fronça les sourcils. Des anomalies génétiques mineures. Rien de grave, mais... Des tests pour le syndrome de Down? Le monde bascula. Louis avait été prévu parfait, mais cette vie réécrite portait les stigmates? Non, c'était le destin rappelant que la perfection est illusion. Nous choisîmes de garder, nommant la petite Héloïse, choisie. La vengeance s'acheva en BKCH douce amère, ma famille détruite, mais moi reconstruite. Étienne pourrissait, anonyme, ma mère, poussière. Moi? Mère 2 fois, épouse aimante, artiste épanouie. Dans les nuits étoilées de Provence, bercée Héloïse, je chuchotais à Louis l'histoire vraie et édulcorée, mais honnête, il y a eu des méchants, mais les gentils gagnent toujours. Il hochait la tête, confiant. Et si les fantômes revenaient? Qu'ils viennent. J'étais revenu des morts, ils ne m'effrayaient plus. Paris, au loin, n'était qu'un souvenir flou, une ville de trahisons effacée par le sel de la Méditerranée. La vie, enfin, était mienne.